Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain ou Menro sur les réseaux sociaux et à mes côtés, comme chaque semaine, je retrouve notre prestidigitateur des plateformes. Ouais, tout à fait, j'ai fait sortir un lapin de mon chapeau, regardez, hop. Et c'est un clown. Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur du concept de Originals. Salut. Et nous ne serons que deux cette semaine puisque Andou, jouant avec sérieux son rôle de papa pendant les vacances scolaires, n'est pas avec nous. Oui, mais il faut pas dire du mal de lui parce qu'il nous écoute, il sait ce qu'on fait. On lui passe d'ailleurs un grand bonjour et c'est moi qui vais officier aux news exceptionnellement pour cette fois-ci. Au sommaire d'ailleurs, un gros plan sur la série Bienvenue à Derry, le retour du clown qui a terrorisé toute une génération, cette fois en série. Alors c'est par Andy Muschietti et Barbara Muschietti, réalisateurs du Ça de 2017 et sa suite en 2019. Gauthier, du coup, tu nous parles de quoi quand tu mets les pieds dans le plat aujourd'hui ? Je vais vous parler de nostalgie. La nostalgie que j'aime tant, mais dont j'ai un petit peu marre. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties qui m'auront interpellé cette semaine. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme, en partenariat avec Cinéma Teaser, disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Et si vous aimez Originals, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, likez, commentez les épisodes un par un peu partout. On a vraiment besoin de vous. Faites-nous des retours surtout. Nous, on aime beaucoup savoir ce que vous en pensez. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. et la plus écrase tout le monde. Disney+. Moi je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Alors Gauthier, ça vient de tomber. Ah, ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Figure-toi qu'on va devoir prendre de nouveaux rendez-vous. Ah, Et oui, parce que le cabinet de Shrinking va bientôt réouvrir ses portes. super, super, je suis très content. Jason Segel et Harrison Ford donc ont un nouveau rendez-vous pour une saison 3 en 11 épisodes. Et cette saison 3 donc, de Shrinking sur Apple TV+, est attendue pour le mercredi 28 janvier 2026. Ah, mais c'est super. Moi, je suis vraiment content parce que c'est une sitcom. Moi, je suis pas très sitcom dans la vie. Et là, c'est une sitcom que j'aime beaucoup, que je trouve touchante. Et en plus, cette idée totalement saugrenue de mettre Harrison Ford dans une sitcom, ça marche de fou, quoi. Donc, très content de cette saison 3. Du lourd dans les nouveaux venus au casting, puisqu'on retrouve Jeff Daniels, mais aussi un vétéran du cinéma qui a fait une longue pause et qui revient devant les caméras, Michael J. Fox. Ah, génial. Du haut de ses 63 ans, qui revient, alors qu'on fête en ce moment les 40 ans de Retour vers le futur. Je suis très content de savoir qu'il est toujours capable de jouer dans... C'est quand même signe de bonne santé s'il est capable d'apparaître à l'écran. C'est super. Voilà Gauthier, ça revient de tomber encore une fois. Qu'est-ce que c'est ? Un nouveau jeu de société va être adapté par Netflix. Ah, putain, encore. Donc c'est pas la boule noire, c'est quoi ? Alors, c'est pas la boule noire, non, ce n'est pas non plus les loups-garous que Netflix avait déjà fait, avec Franck Dubosc, qu'on s'en souvient. C'était notre première émission. Ah, tout à fait, nostalgie. N'est-ce pas ? Oh là là. Non, là, c'est un jeu de société culte qui s'appelle Catan. Qui va devenir d'abord un film et ensuite une série sur Netflix. Est-ce que tu connais ce jeu de société, toi qui es féru de jeux de société, qui s'appelle Catan ? Non, qu'est-ce qui s'y passe ? Alors, c'est Asmodée, l'éditeur de jeux de société Asmodée, qui est derrière ce jeu. C'est un jeu qui vient, je crois, d'Allemagne, puisque c'est un certain Klaus Teuber, disparu en 2023, qui avait imaginé ce jeu. Alors, c'est un vrai phénomène mondial, mine de rien. C'est vendu à plus de 45 millions d'exemplaires, traduit dans 40 langues. C'est quand même du lourd. Alors, le principe, c'est quoi ? C'est des joueurs autour d'un plateau de jeu qui doivent atteindre l'île fictive donc de Catan et y exploiter des ressources, commercer avec les autres joueurs, bâtir des routes, des cités. C'est un peu Civilisation, si vous connaissez le jeu vidéo, mais dans un jeu de société. Ouais, moi j'allais dire Ages of Empire. Un peu, ouais, c'est ce genre de city builder, comme on appelle. Voilà, donc ce jeu-là va être adapté en série, puis en film, on ne sait pas dans quel sens. Ça sonne comme un de ces jeux de société où tu commences ta partie le mercredi à 14h et puis t'es à moitié terminé le dimanche soir à 21h, quoi. Ça fait partie des jeux un peu lourds, effectivement. Relou. Non, lourd au sens grosse infrastructure. Tu vas nous fâcher avec les fans de jeux. J'espère que la série sera bien, en tout cas. Et sinon, ça vient de tomber.
Ah. Et alors qu'est-ce là, que c'est là, par contre, c'est l'hécatombe dans la production des plateformes. Taylor Sheridan quitte Paramount+. Mais non. Alors, Non. si. Alors, rien ne va plus donc entre Taylor Sheridan et Paramount. Le créateur et réalisateur donc va signer un deal lucratif avec Universal et NBC qui prendra effet en 2028. On a le temps. Ouais. Mais évidemment, pour se rendre compte du bouleversement que c'est que Taylor Sheridan, ça fait 10 ans qu'il est chez Paramount. Et en 10 ans sous le pavillon Paramount, il a fait quoi ? Il a fait Yellowstone, 1883, 1923, Tulsa King, Lioness, Landman, Mayor of Kingstown, Ouais. et j'en passe. Ouais. Il est prolifique. Et du coup, il va rejoindre NBC Universal et on parle d'un contrat d'envergure qui couvrirait à la fois des films pour le cinéma, des projets pour la télévision et l'un des plus gros deals de l'histoire de l'industrie des plateformes. Ouais, ils perdent un très très gros nom là, Paramount, parce que ça me fait penser au moment où Warner avait perdu Christopher Nolan, tu vois. C'est un peu ça, oui. Alors en plus, le studio de production de Taylor Sheridan, qui est dirigé par David Glasser, lui va le suivre, bien évidemment. Donc là, il se passe des questions. C'est que vont devenir toutes les séries ? Est-ce que Paramount a les droits et ils vont les continuer sans Taylor Sheridan ? Ou est-ce qu'il va repartir avec ses propres séries chez Universal, s'il les a négociées ? On ne sait pas trop. C'est encore le flou total pour la suite de toutes ces séries. Moi, si j'avais un pronostic, je dirais forcément qu'il y a un contrat avec Paramount et que Paramount a les droits d'exploitation de ces séries jusqu'à un certain moment et qu'ensuite elles sont rachetables. Mais ils doivent avoir l'exclusivité d'ailleurs. Alors C'est justement, pas sûr. C'est pas sûr. on ne sait pas du tout comment ça va se passer, donc on vous tiendra au courant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Taylor Sheridan, il a très mal vécu les bouleversements internes qu'il y a eu chez Paramount récemment, avec notamment le rachat du groupe et du coup l'arrivée du nouveau patron et surtout pas mal de cadres avec qui il travaillait du côté vraiment à l'échelle opérationnelle, qui ont été remerciés et remplacés. Et la nouvelle direction, qui est menée par Cindy Holland, qui vient de Netflix, elle a commencé aussi à remettre en question les coûts colossaux des productions de Taylor Sheridan. Donc il a préféré prendre ses clics et ses claques. On rappelle que le rachat de Paramount, ça a eu des répercussions dans les médias en France, notamment avec l'arrêt de Game One Bien sûr. directement, et à l'international, l'arrêt de MTV aussi. Ouais, mais c'est marrant. Alors, aparté complète sur juste sur MTV. Hier, j'écoutais de la musique, j'écoutais Dire Straits, Money for Nothing, où il est question de MTV 50 fois dans la chanson. Tout à fait. Et je me suis dit, on peut arrêter cette chaîne de télé. On n'arrêtera pas son impact culturel et le bouleversement que ça a été, quoi. C'est une chaîne qui avait commencé dans les années 80. En 1980, il me semble, avec Video Kill the Radio Stars. Ouais, et qui avait marqué, de son empreinte, l'industrie musicale, des clips notamment. Ouais, pour moi, c'était très important, MTV. Ça me fait un petit pincement au cœur de la voir disparaître, mais bon, après, c'est logique quand même. C'est tout pour aujourd'hui du côté des news. Je propose d'enchaîner directement avec notre gros plan de la semaine. Et le gros plan, il est sur Bienvenue à Derry, sur HBO Max. Une nouvelle adaptation, non, mais la suite, le préquel même, des aventures du clown Pennywise, donc qui est de retour, toujours sous la caméra de Andy Muschietti, et donc une extension du remake de sa suite, cette fois-ci en série télé de 8 ou 9 épisodes. Les sources sont un peu floues, donc voilà, c'est 8 ou 9 épisodes. Nous, on a pu en voir 5. Ouais. À ne pas confondre avec Welcome to Derrick, qui est mon spin-off non existant préféré. Non, Bienvenue à Derry, Welcome to Derry, ça ressemble un peu à ça. Génial! J'adore ces trucs! All of the tunnels are underground, where none of the children will ever be found. They wandered away to join the show and lost their way in the world below.
Et oui, l'histoire de cette série, elle prend sa source comme une préquelle, c'est-à-dire qu'elle se passe avant ce qu'on connaissait déjà, qui se passait dans les années 80 et 90. Là, on va directement dans les années 60, et on va parler de la précédente génération, celle un peu des parents des enfants qu'on avait connus dans l'œuvre originale. Exactement, l'histoire elle est en 62 dans la ville de Derry, donc dans le Maine, et un nouveau couple avec leur fils emménage alors que s'amorcent d'étranges disparitions et des phénomènes inquiétants. Dans l'ombre, une force ancienne s'éveille. La série explore les origines du mal qui hante cette communauté en remontant aux prémices de la terreur incarnée par le clown Pennywise. Gauthier, j'ai envie de te demander déjà en ouverture, en quelques mots, comment t'as trouvé la série ? Enfin, ce que t'en as vu, donc la moitié a priori. Ouais, j'ai vu les 5 premiers épisodes. Je trouve que c'est une série qui est très bien produite déjà, qui se regarde bien. C'est HBO. Hein. Ouais. Et je trouve que c'est une série d'épouvante qui a le courage de nous montrer des trucs horrifiques vraiment couillus, si je peux m'exprimer comme ça. Il y a des séquences d'horreur, notamment la toute première, celle qui ouvre la série, où tu te dis « Waouh, c'est lourd ce que je suis en train de... » Je suis désolé, ça commence sur la scène de stop la plus dégueu de l'histoire de l'audiovisuel, quoi. Et sans doute la séance de cinéma aussi, en fin d'épisode, la plus dégueu. Exactement. Donc voilà, c'est une série qui va vraiment sans concession montrer de l'horreur à l'image. Et alors, il y a du gore, mais il n'y a pas que du gore. Il y a des situations très, très malaisantes qui font appel, comme on le sait, cette entité maléfique, elle arrive à lire dans nos pensées et à manifester sous des visions d'horreur et déformées nos peurs les plus intimes. Donc, imaginez pour une petite fille dont la maman est morte en la mettant au monde, ce que ça peut être comme vision d'horreur. C'est une série qui va très loin et qui montre des choses vraiment affreuses. Et c'est plutôt bien fait. Alors, on est plutôt dans un entre-deux, c'est-à-dire que des fois c'est vachement bien et des fois ça passe un peu à côté. Pourquoi ? Parce que y a des effets qui sont faits en des effets pratiques avec des maquettes et des costumes et des trucages, et d'autres qui sont faits entièrement en images numériques. Et on n'y croit pas une seconde, on dirait la maison hantée avec Eddie Murphy, quoi. C'est exactement ça. Et toi, tu dis qu'il y a des moments gore et des moments malaisants. Probablement la plus grande réussite de cette série, c'est de parfois réussir à faire des moments gore et malaisants, quoi. Le truc, on vous spoile rien, mais quand vous tomberez là sur les antennes d'escargots, waouh, qu'est-ce que c'est dégueu ça, la vache. Donc ça c'est très fort. Et en revanche, il y a vraiment des moments où je t'en parlais en amont de cet enregistrement, mais moi il y a un truc avec les CGI, les effets numériques, c'est que quand un truc se passe dans un film ou dans une série avec des effets numériques, je le vois et j'y crois plus. Donc je sais que sur Netflix il y avait une époque où il y avait plein de animaux en effet numérique, et ben moi les animaux en effet numérique j'y crois pas une seconde. Les scènes de bataille même dans le Seigneur des Anneaux, quand il y en a avec des effets numériques, je vois plus que des pixels qui se tapent dessus, et du coup le côté épique en souffre vachement. Et là, dans Welcome to Derry, c'est pareil. Quand je vois des scènes qui sont censées me faire peur avec des effets numériques, boule et fantômes, je m'en fous, quoi. Il y a un petit côté Scooby-Doo. Alors moi, je trouve que c'est plus Le Hobbit que Le Seigneur des Anneaux, mais c'est l'histoire de notre débat. Si tu veux, oui. Alors par contre, si on se recadre donc sur ce Bienvenue à Derry, il essaie quand même de... Bon, grosso modo, on est quand même sur les mêmes rails que ce qu'on avait vu à l'époque dans les téléfilms des années 80, avec Tim Curry dans le rôle du clown. Là, on a repris Bill Skarsgård, qui était déjà dans les films. Donc, on est un peu dans les mêmes rails.
Il y a des twists. Moi, il y a des choses qui m'ont surprise. Je m'attendais vraiment à voir ce gang d'enfants contre le clown. Et puis, finalement, avant d'y arriver, il y a quand même des morts. Ouais. Oui, notamment dans le premier épisode. Oui, il est sans concession, le premier épisode. On va pas trop spoiler, mais c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui passent à la moulinette. La vache. Mais j'aime bien ça. Ouais, j'aime bien ces moments-là parce que c'est effectivement ça surprend un petit peu. Là où je trouve ça plus raté, honnêtement, c'est que en gros, ce qu'on a fait avec les deux films qui sont sortis en 2017 et en 2019, donc sa première partie et sa deuxième partie, c'est qu'on a remaké un téléfilm de 1990. Et devant le succès que ça a eu, puisque sa première partie est devenue quand même le film d'horreur le plus rentable de tous les temps, on voit bien qu'ils sont là en train de se dire on peut pas laisser ça dormant, il va falloir en faire une série ou je sais pas, l'exploiter d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que quand même les 5 épisodes qu'on a vus jusque là, ça ressemble quand même énormément aux 2 films, quoi. C'est more of the same. C'est même more of the same, c'est-à-dire un peu plus de la même chose de ce que peut proposer Stephen King, l'auteur initial, dans d'autres séries. C'est-à-dire que là, on va aller chercher dans les racines du mal des mythes amérindiens, et c'est pas loin de Cimetière. On va aller chercher... tu vois ce que je veux dire ? On est allé donc pour faire cette série piocher dans l'identité de Stephen King pour essayer de rajouter un peu, mais au final, on se retrouve quand même sur un monstre qu'on commence à pas mal connaître. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as été surpris ? Est-ce que chez toi, ça fonctionne encore ? Bah, tu vois, c'est très bien décrit ce que tu dis là. Les moments... en gros, ce qu'on a rajouté, ce qui est d'un peu inédit dans cette série, c'est les moments où on est avec l'armée en train d'enquêter sur un mystère, une espèce de radiation mystérieuse qui fait qu'il y a des dead people, quoi. Enfin, plus ou moins. On voit des choses qui font peur, mais que je trouve que quand la série s'applique à faire ça, elle le fait pas trop mal, mais ça ressemble trop à Twin Peaks, quoi. Ça ressemble énormément à Twin Peaks. Et quand elle fait autre chose, elle s'applique à refaire les films qu'elle a déjà fait. Il y avait plein de moments où je me disais, mais attends, ce jump scare, je le connais déjà, je l'ai déjà vu dans le film. Tu vois, les moments où ils sont dans les égouts avec le clown qui bouge dans tous les danses comme ça et tout. Ça me surprend plus du tout. Et en plus, alors, je vais pousser un coup de gueule très très clair. C'est que moi je trouve que le cinéma, l'audiovisuel d'horreur aux États-Unis, enfin dans la manière dont il est pratiqué à Hollywood, traverse une crise depuis très longtemps, depuis le moment au fait où les réalisateurs ont compris que faire un jumpscare c'est hyper facile parce qu'il suffit d'être super méga bruyant. Je vous jure que c'est vrai. Essayez de regarder ça ou un autre film où il y a des jumpscares en coupant le son, bah ça marche plus. Ça marche plus parce que c'est uniquement le son qui vous fait réagir. C'est le son qui est stressant, en fait. Moi qui vis avec mes fenêtres qui donnent sur un commissariat et un hôpital, j'entends tout le temps des sirènes de la police, et bah ça me stresse. Et bah là, dans ces films-là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que dès qu'il doit y avoir un jumpscare, ça fait pendant hyper longtemps, et toi t'es là genre aïe 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 aïe. Il y a un truc qui marche un peu dans l'autre sens, c'est des moments de silence juste avant, toujours, où il y a des personnages qui vont avoir un sourire un peu figé et les yeux qui s'écartent sur les côtés. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est très malaisant, par exemple. Tu sens que juste là, tu vas te prendre les décibels dans la tronche, quoi. Et en plus, oui, t'as raison, les jumpscares sont toujours précédés de grands silences, et que maintenant, le seul truc qu'ils font pour se renouveler, c'est altérer la durée du silence. En plus, tu sais que plus le silence il est long, plus ça va être gueulard après. Là, fou. Donc voilà, moins de jumpscare, les gars. Innovez, regardez, je sais pas, Shining, c'est pas un truc de jumpscare, ça marche super fort, quoi. Donc, et c'est pourtant du Stephen King. Et c'est du Stephen King, donc je pense qu'il y a moyen de faire des films, des films d'horreur, des films vraiment cauchemardesques, sans avoir recours au jumpscare. Regardez The Substance, c'était génial The Substance. Bon bah voilà. Question, comment, d'après toi, la série explore la peur de l'enfance par rapport à celle de l'âge adulte ?
Oui, tu m'as lancé tout à l'heure sur cette piste-là et je me suis dit que c'était pas faux parce que les peurs des enfants dans la série, on voit bien que c'est des peurs de gros monstres très très dégueux. Et c'est peut-être pas bête de l'avoir pris comme ça plutôt que de l'avoir pris de manière plus fine parce que finalement, être dans un environnement où tes peurs se matérialisent, c'est c'est exactement au mot près le pitch de Solaris de Tarkovsky, quoi. Et Solaris, les mecs qui sont dans le vaisseau, et c'est pas ça qui se matérialise. Ce qui se matérialise, c'est ma femme est ressuscitée et elle se resuicide continuellement, quoi. Donc c'est vraiment des peurs très très viscérales. Alors que les enfants, quand ils ont peur là dans Welcome to Derry, ils voient des choses mais atrocissimes. Ils voient vraiment des monstres qui font très très peur là. Des pour monstres le coup. à plusieurs têtes, avec des grandes dents, des grandes griffes. Ouais, ou des fantômes en CGI. Ils ont un peu peur de fantômes en CGI aussi. Donc oui, je suis content que cette série d'horreur aille à ce point dans la radicalité là-dessus. Mais en fait, au bout d'un moment, on en sait tellement sur ce clown, sur cette ville, sur ce qui fait peur, etc., qu'il y a même un épisode où je crois qu'ils disent « Oui, ça revient tous les 30 ans ». Et t'as envie de dire, attends, ça revient tous les 30 ans. Vous êtes pas passé le mot alors, du coup? Vous êtes pas habitué un petit peu à ce truc-là? Pourtant, il y a des choses qui ont été mises en place. En ce moment, ouais. on apprend. D'ailleurs, il y a aussi un personnage qui, lui, a eu, suite à un accident, une partie du cerveau affectée. Et lui, il a plus peur. Jamais. Ouais. Ça, c'est intéressant dans un monstre qui manifeste tes peurs si t'as pas peur. Ouais, oui, c'est un personnage intéressant. C'est probablement un des personnages les plus intéressants de cette série, d'ailleurs. Il est plus innovant aussi. Ouais. Voilà. Mais du coup, il fait vachement penser au gars dans Shining. Il a un personnage comparable dans Shining, et comme c'est deux trucs de Stephen King, on y pense forcément un petit peu. Tu dirais que le mal incarné par ce clown là dans Bienvenue à Derry, il est avant tout surnaturel, social, psychologique. Comment tu le qualifierais? Moi, déjà, je voudrais dire un vrai truc. C'est que pourquoi c'est encore un truc, les clowns? Est-ce qu'on pourrait pas arrêter avec les clowns ou le faire de Mais après, c'est très malaisant, les clowns. Hein. Oui, c'est ça. Alors que ce soit un truc d'être clown et d'apprendre à être clown et que ça aide pour le jeu d'acteur, etc. Je veux bien, mais arrêtez de leur mettre des nez rouges et des maquillages blancs et tout ça. Les enfants ont peur de vous. Arrêtez, c'est pas compliqué, quoi. La preuve avec ces films-là, justement. Mais je trouve que Bill Skarsgård le tient bien. Après, on le voit très peu. Hein. Bon, alors, on l'a très peu vu, mais on n'a pas vu tous les épisodes. On n'a pas encore vu tous les épisodes, c'est vrai. Mais pour le moment, on le voit très très peu. Il fait une brève apparition à un moment. Très iconique, hein, d'ailleurs. Quand il apparaît, on se dit « Waouh, il a dû coûter cher pour qu'il apparaisse comme ça. » En montrant un peu la genèse du mal, est-ce que tu penses que la série, elle nous pousse un peu à comprendre un peu mieux les personnages, ou t'as peur que ça fasse ce qu'on avait dit il y a une vingtaine d'années de l'effet Dark Vador, le fait de tout savoir? Ouais. Est-ce que ça démystifierait pas un peu trop le personnage? Mais si, t'as complètement raison. Le fait que on ait sa genèse au cinéma dans les années 80, puis qu'on revienne sur lui dans les années 2010, et maintenant cette série qui nous parle de lui dans les années 60, et dans les années 30, oui, parce qu'il y a un et dans flashback. les années 10, et t'es là, mais attends, au bout d'un moment, je m'en fous de ce gars. Il y a un flashback dans le flashback dans ouais. le flashback, hein, donc il faut être prévenu. Et puis, le texte dit entre plusieurs personnages, dit que ça remonte encore avant. Oui, ouais. Et puis il y a ce côté un peu 360 degrés sur l'Amérique qu'essaye d'avoir la série, c'est-à-dire que on vous parle des droits civiques, on vous parle des Amérindiens, on vous parle de la crise économique, on vous parle de l'armée, on vous parle de tout, et t'as un peu envie de dire vous voulez pas rester concentré sur votre nature de clown qui fait peur là, c'est déjà pas mal, quoi. Alors justement, comme on revient dans le temps, je suis obligé de te poser cette question-là, mais est-ce que ces décors et ces costumes, l'ambiance générale des années 60 est pour toi plutôt bien reconstruite? Bah oui, c'est bien fait. Oui, mais encore une fois, c'est quand même la qualité de ces trucs-là, c'est que quand tu vois le soin qu'ils mettent là-dedans,
tu te dis bon, c'est quand même des produits qui sont assez respectueux du spectateur, mais c'est là-dessus qu'ils vendent le produit, si tu veux. Je sais pas si tu te souviens, mais quand le film ça est sorti en 2017, à quel point on nous a dit allez tous le voir parce que ça ressemble vachement à Stranger Things. On est vraiment dans cette atmosphère de gamins qui font du vélo dans des petites villes américaines dans les années 80, quoi. Donc évidemment, ils mettent beaucoup de soin là-dessus. Alors, je voulais te lancer sur le côté nostalgique de tout ça, mais je sais que tu vas t'étendre dessus juste après. Donc, dernière question avant qu'on y passe, justement. Est-ce que... à qui tu conseillerais cette série, au final ? Déjà, faut la conseiller à tous les gens qui aiment... qui ont plus de 18 ans. Je dirais 16. pas 18 ans. Si j'étais encore à la classif, moi j'aurais du mal à me décider entre 12 et 16. Je pense que je finirais plutôt sur un 12 parce que je trouve que c'est quand même de l'horreur pour s'amuser. On n'est pas là pour se faire pour se retourner le ventre vraiment, si tu veux. Mais il y a quand même des moments très très impressionnants. Donc c'est pour vous si vous aimez vous faire peur, si vous aimez les films d'horreur. C'est pour vous si vous aimez l'univers de Stephen King, parce qu'il me semble très très marqué. C'est assez réussi. Mais cette ambiance de suburbs américains avec groupe d'enfants, comme tu disais, c'est très 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 Stephen King. Ouais, et ça marche plutôt bien. Après, faut pas être trop pointu sur le cinéma d'horreur, parce que, encore une fois, moi je regrette de me dire souvent j'ai déjà vu ça 1000 fois, quoi. Et à noter que si vous habitez dans les grandes villes en France au moment de la sortie de la série, si vous voyez des ballons rouges un peu partout dans les lieux publics, ça fait partie de la campagne de marketing. Mais ouais, mais c'est ouf. Cette campagne marketing, c'est incroyable, quoi. Parce que ça va de panneaux d'affichage à ballons dans la rue, à influenceurs qui ont été payés pour parler de la série, etc. Enfin, c'est waouh. Donc, si vous n'avez pas vu d'affiche, je sais pas où vous vivez. Pas en grande ville, en tout cas. Oui, même en ligne, il y en a partout. Ça s'appelle Bienvenue à Derry. C'est dispo depuis le lundi 27 octobre sur HBO Max. Et donc, il y aura un épisode par semaine. Gauthier ? Oui. On a dit que tu avais quelque chose à dire sur cette vague de nostalgie. Tu avais notamment envie de mettre les pieds dans le plat. Alors Gauthier, ras-le-bol de la nostalgie ? Ouais, on va dire les vrais trucs, parce que il faut. Moi, j'adore la nostalgie. J'adore revisiter mon passé. Je trouve ça formidable. Je l'ai dit d'ailleurs pendant l'émission sur la série culte. J'ai même identifié quand j'étais jeune le moment de ma jeunesse en me disant fais gaffe à tous les détails parce que tu y repenseras et il faut que ce soit bien quand tu y repenses. Il faut que tu aimes revivre ça. Mais je me permets d'être aussi nostalgique aussi parce que j'adore vivre l'instant présent. J'adore profiter de ce que j'ai là maintenant tout de suite. Et aussi parce que j'adore penser au futur et à tout ce qui va m'arriver. Donc, en fait, j'adore cultiver la temporalité. En revanche, ce que j'aime pas trop, c'est qu'on me vende de la nostalgie. Et j'y pense avec Welcome to Derry parce que non seulement là, on est en train, encore une fois, de vous parler d'un téléfilm de 1990 adapté d'un bouquin de Stephen King qui a été remaké en 2017 et en 2019 et que là, on tire sur la corde de ces remakes pour faire une série sur HBO Max qui se passe plus dans les années 80 mais dans les années 60. Disons que je vois ce que vous essayez de faire, vous essayez d'étendre une franchise, ce qui est normal. Mais la vendre systématiquement comme ça en nous disant venez voir, ça va vous faire penser à votre jeunesse. Disons que à partir du moment où on nous vend le fait qu'on pense à notre jeunesse, on n'est plus en train de faire de la nostalgie, on est en train de faire du commerce. Et je trouve ça dommage qu'il y ait tant de contenus de plateforme, et c'est pas que les contenus de plateforme, c'est aussi les films au cinéma. Je trouve ça dommage que depuis une vingtaine d'années, on ne fasse que
insister là-dessus, tu vois. C'est pas compliqué. La dernière émission en date, c'était sur Culte, où on rejoue les To Be Free. Ok, je suis sûr qu'il y a des trucs à dire sur les To Be Free, d'ailleurs, on a passé ça en revue. Mais à chaque fois qu'on vient ici, j'ai l'impression qu'on se demande, on se pose la question de « Et la reconstitution de l'époque, alors elle est comment ?» Vous voulez pas faire des trucs au présent ou des trucs qui nous parlent d'avenir ? Je suis désolé, mais une des plus grandes séries qui va marquer l'année, elle s'appelle Adolescence. Et Adolescence, c'était en 4 épisodes, et c'était 4 épisodes qui nous parlaient profondément d'aujourd'hui et des fractures générationnelles et des réseaux sociaux et de ce que les jeunes en font et de comment les parents ne comprennent plus leur jeunesse, la jeune génération, et de comment on essaye de résoudre tous ces problèmes qui sont des problèmes nouveaux. Et c'est marrant parce que non seulement, il me semble que ça a été un petit carton d'audience, Adolescence, mais en tout cas, ça ne peut que faire du bien à Netflix d'avoir une série prestigieuse comme ça, qui est prestigieuse non seulement par son propos, mais aussi par sa forme. Et c'est pas une forme gadget, c'est une forme qui est là pour parler de ce sujet avec intelligence. Et voilà, j'aime bien, encore une fois, n'arrêtez pas de faire de la nostalgie, parce que j'aime bien ça, mais parfois, à force de trop jouer avec, on finit par se cramer un peu les doigts. Je sais pas si tu te souviens de la série sur The Full Monty, par exemple, que personnellement j'avais bien aimé. Je suis content qu'on me resserve The Full Monty 25 ans après The Full Monty. Mais entre-temps, il y a un acteur qui a été cancelled sur le tournage, et puis sur le tournage, il y avait un acteur qui était tellement vieux et malade qu'il pouvait plus se lever pour danser. Donc quand la fameuse scène de danse arrive, tu sens qu'elle arrive pas du tout comme elle a été scénarisée et qu'on la reconstitue avec du scotch et de bric et de broc. Et c'est ça aussi l'effet nostalgie, c'est que à force d'attendre, l'époque a changé. Maintenant, les gens se font cancel et tout ça. Ça arrive tellement souvent, tu vois. Imagine qu'on refasse les Goonies aujourd'hui, mais ça serait à la fois idéal et terrible, tu vois. Enfin, je suis sûr qu'il y a plein de projets. Spielberg a annoncé la suite. Ouais. Mais c'est la suite. C'est pas, ça se passe pas à l'époque, ça se passe aujourd'hui. Voilà. Je suis sûr que ça sera très intelligent, mais c'est quand même un petit peu problématique quand on fait ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand Danny Boyle avait fait la suite de Trainspotting, 20 ans après Trainspotting. Tout le propos du film, c'est de vous dire, attendez, vous voulez vraiment qu'on les remette ensemble 20 ans après ? Vraiment, vraiment, vraiment ? Ok. Voilà, ils sont ensemble 20 ans après. Et c'est très décevant parce qu'ils sont très ridicules, parce qu'ils sont trop vieux pour ces conneries. Oui. Et là, je trouve que c'est une manière de prendre la nostalgie à revers, à rebours, et de vous montrer, vous l'avez voulu, vous l'avez, et c'est décevant. Oui, c'est décevant. C'est un peu le propos de Lana Wachowski dans Matrix 4, dans Matrix 4 aussi. Oui, mais alors, oui. J'étais peu préparé à reparler de Matrix 4. Non, mais c'était juste comme ça, la parenthèse est fermée. Non, par contre, il y a un vrai truc, si je peux aller dans ton sens, c'est imagine les gens qui analysent les œuvres pour déterminer en plus le temps, le momentum d'une période, et qui vont se retrouver dans les années 2010 à 2020 à se dire, attends, c'est les années 80 là, c'est vraiment comme ça les années 80, et ça déforme en plus la réalité, parce que tu parlais de Stranger Things, mais dans Stranger Things, on n'avait pas des posters de comme ils ont eux dans leur chambre, parce que personne n'avait un poster de The Thing dans sa chambre, c'était un nanar qui s'était planté, The Thing. C'est arrivé bien après que ce soit devenu culte. Bien sûr. Donc voilà. Et d'ailleurs, tu fais bien de le souligner, parce que non seulement on souhaite bonne chance aux chercheurs de dans 50 ans qui auront bien du mal à comprendre notre époque, enfin ce qu'on vit là maintenant tout de suite. Ils ont rien fait qui parle de leur temps. Ouais, ils vont se dire, ils étaient tellement nostalgiques, les pauvres, ça devait être nul ce qu'ils vivaient au jour le jour. C'est pas comme si la géopolitique actuelle était parfaite. Ah non. Il y a vraiment des choses à dire. Exactement. Et puis en plus, l'effet que tu décris, on le ressent déjà sur certaines œuvres. Tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui ne comprennent pas que Happy Days, la série Happy Days, ou le film Grease, sont des films parodiques des années 50, mais qui n'ont pas du tout été faits dans les années 50. C'est des produits de la fin des années 70, voire même des années 80. Et les gens, ils regardent ça en étant premier degré. C'est l'image d'Épinal, quoi.
Oui, c'est une image d'Épinal, mais les gens ne le savent plus que c'est une image d'Épinal. Tu sais, c'est un peu comme le truc sur Scarface, que les gamins ils regardent ça premier degré en se disant qu'est-ce qu'il est cool. Bah, on a loupé le, on a loupé le discours. Qu'est-ce que tu veux que je, voilà, il se trouve des gens pour regarder Grease en se disant. Ah, les années 50. Bah non, là, t'es en train de regarder les années 70, gars. Ouais. Les années 70 qui refont les années 50. Par nostalgie. Par nostalgie. Allez, je crois qu'on a bouclé. Merci beaucoup, Gauthier, pour cet épisode sur la nostalgie et la mode des excès de la nostalgie. On va enchaîner tout de suite avec les sorties de la semaine. Et cette semaine, on va parler des sorties comprises entre le 27 octobre et le 2 novembre, avec une petite... Et un twist. Un petit twist, exactement, puisque la première des sorties, c'est un film qui est sorti le 24 octobre. Pourquoi est-ce que je reviens dessus ? Parce que pour moi, c'est un film qui sortait au cinéma. Ah. Et en fait, non, en France, figure-toi que ce film... qui est un film de Ron Howard, avec Jude Law, avec Ana de Armas, avec Sydney Sweeney, avec Vanessa Kirby, avec Daniel Brühl. Eh bien, il n'est pas au cinéma, il est sur Prime Video. Alors, tant mieux pour Prime Video, qui du coup a l'exclusivité d'un film de Ron Howard avec Jude Law, Ana de Armas, Sydney Sweeney, etc. Alors que le reste du monde, a priori, l'a eu au cinéma. Oui, mais c'est une plantade monumentale au box-office, malheureusement. Et c'est pour ça. Oui. Ça s'appelle Eden, ceci dit, et ça dure 2h10. Et voilà, ça devrait un peu vous rappeler un jeu télé, sauf que ça se passe dans les années 30. Mais sinon, c'est un groupe d'individus un peu en marge de la société qui décide de s'installer sur une île reculée, alors cette fois des Galapagos et pas au Vanuatu, afin de bâtir une utopie. Rapidement, ce n'est plus la nature hostile, mais la peur, la trahison et les dynamiques de pouvoir entre les personnages qui deviennent le véritable danger, et leur décision est irrévocable. Toujours cette semaine au niveau des sorties, est-ce que tu avais jeté un œil à Slow Horses ? Non, moi non, mais ma femme est à jour, il me semble, et il me semble que toi tu rattrapes. Moi, je suis en train de rattraper et je trouve ça absolument génial. Eh bien, figure-toi que Slow Horses s'est tiré de romans d'un certain Mick Herron, et que je vais te parler d'une série qui est tirée d'un roman de Mick Herron et qui est aussi sur Apple TV. Ça s'appelle Down Cemetery Road, c'est 8 épisodes, c'est dispo le 29, et qu'est-ce que je peux t'en dire ? Que le rôle-titre, c'est Emma Thompson. Déjà, Madame Emma Thompson. On l'aime beaucoup. Et ça parle de quoi ? Ça parle d'une explosion dans une maison de banlieue tranquille d'Oxford et de la disparition d'une fillette. La voisine, qui s'appelle Sarah Tucker, fait appel à la détective Zoé Bohem, et ensemble, elles découvrent un étrange réseau de secrets où les morts semblent vivants et où les vivants disparaissent. D'accord. Donc une série policière, mais pas avec des policiers, mais plutôt avec des enquêtrices amateurs, ou en tout cas des privés qui débutent. Et un soupçon de fantastique, donc. Non, c'est pas. D'accord. Down Cemetery Road sur Apple TV. Toujours le 29, on passe cette fois sur Disney+, pour une série d'animation. C'est la 3e saison de Star Wars Vision. On rappelle donc Star Wars Vision, cette série d'animation, d'anthologie. Donc chaque épisode n'a rien à voir avec les précédents. Il n'y a pas d'histoire qui se suit, il n'y a pas de personnage qui se suit. Un peu comme Black Mirror par exemple. Il y a 9 épisodes cette fois. Et à chaque fois, c'est des courts-métrages qui revisitent la galaxie de Star Wars à travers la sensibilité et le style de studios d'animation différents. Alors il y a beaucoup de studios d'animation japonaises. Donc on peut revoir la mythologie Star Wars à travers des visions très différentes et des styles graphiques hyper originaux. Donc c'est une série qui a pas mal fait parler à sa sortie. C'est toujours un vent d'air frais dans le monde de Star Wars, un peu trop sclérosé parfois. Alors on va faire une parenthèse parce que je sais que toi tu es encore plus calé que moi sur la question Star Wars. Ça c'est canon. Je crois, oui. Non, je crois pas. Ah, c'est pas canon. C'est pas canon, donc ils peuvent se permettre n'importe quoi. D'accord. Oui, non, parce qu'un parapluie avec où chaque fanon est un sabre laser, ça n'existe pas dans le canon Star Wars. C'est chouette à imaginer quand même. C'est très beau. Alors, il y a des samouraïs avec des lames laser. Enfin, voilà, il y a des trucs. Parce que maintenant, ça y est, on est à un moment où je n'arrive plus à suivre tout ce qui est canon dans l'univers Star Wars. Notamment parce qu'il y a des jeux vidéo qui sont trop difficiles pour moi, donc voilà. Rassure-toi, le personnage devrait bientôt arriver D'accord. À l'écran. Et donc, je propose de faire un univers parallèle de Star Wars où il y a ce qui est canon, selon moi. Le Gauthier Star Wars d'univers. Exactement, parce que moi, il faudrait me payer
pour que je regarde Clone Wars. C'est vraiment trop moche. Donc, Ouais, pourtant, c'est bien. Après, j'imagine que c'est bien, mais c'est trop moche. Après, c'est trop laid. Après, trop laid. c'est moins moche au fur et à mesure qu'il y a du budget dans les saisons qui suivent. Ouais, mais tu te souviens d'à quel point le film Clone Wars, il est laid? C'est quand même très très laid, quoi. Ils y croyaient pas au début trop. Hein. Ouais, donc moi je refuse de regarder des trucs qui sont d'une laideur pareille. Et donc il y a plein de trucs qui moi, selon moi, ne sont pas canons dans l'univers Star Wars. La post-logie, par exemple, je suis pas sûr qu'elle soit totalement canon. Chez moi, elle l'est pas. Ouais, non. En tout cas, Solo et Star Wars Story, il est pas canon, c'est sûr. Et le 9, il est pas canon. Tu veux dire que Han Solo et Chewbacca, Han Solo ne parle pas le Wookiee couramment non, dans ton univers. non. Et je refuse de croire qu'ils s'appellent Solo parce qu'ils voyagent tout seuls. Imagine, il était avec sa sœur, ses deux frères et une caravane. Tu t'appelles Anne A3. C'est n'importe quoi. Revenons à nos sorties de la semaine, puisqu'on a toujours le 29, mais cette fois sur Netflix, un film d'1h40, un thriller psychologique qui s'appelle Ballad of a Small Player. Et c'est ni plus ni moins que le nouveau film de Edward Berger, j'imagine qu'on dit, qui avait fait À l'Est, rien de nouveau, ou Conclave. Et c'est avec Colin Farrell et Tilda Swinton. Donc ça, c'est un film. Et c'est un film. Ça a l'air assez lourd, hein. Ça me fait envie, ça. Alors, ça se passe à Macao, où un joueur invétéré fuit ses dettes et son passé en espérant tout recommencer. Et lorsqu'il croise une mystérieuse employée de casino, c'est une opportunité de rédemption qui semble se présenter. Mais c'est le moment où ses repères commencent un petit peu à vaciller. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'on en parlera peut-être la semaine prochaine, puisqu'on n'a pas encore fait notre planning de novembre. Ouais. Si ça vaut le coup, on en parlera et on verra ça. Tenez, on vous tiendra au courant par réseaux sociaux interposés. Dernière sortie de la semaine, et pas des moindres pour les fans de fantasy, puisque c'est le retour de The Witcher sur Netflix. 8 épisodes, mais attention, c'est le retour de Geralt le sorceleur, mais sans Henry Cavill, qui est remplacé par Liam Hemsworth, le frère d'eux. Tu veux dire qu'on pourra pas parler de la moustache d'Henry Cavill? On pourra plus parler de la moustache d'Henry Cavill. Quel dommage! C'était si bien cette époque où on parlait de la moustache d'Henry Cavill, c'était si intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est The Witcher? Donc, c'est tiré d'une série de romans polonais qui a connu son heure de gloire suite à une série de jeux vidéo, notamment le 3e épisode qui inventait ce qui se passait après les romans. Là, pour le coup, on est dans l'adaptation stricto sensu des livres. Alors, pas de manière très très fidèle, c'est un petit peu ce que, d'après les rumeurs, aurait fait partir Henry Cavill, qui est très fan de l'œuvre. Mais en tout cas, voilà, ça continue avec Liam Hemsworth. Il y aura 5 saisons au total, ça a été annoncé, puisque après une série événement lors de son annonce, une saison 2 un peu moins, une saison 3 un peu moins, on se retrouve à Netflix qui veut boucler, mais qui lance ça comme ça, entre le fromage et le dessert, 10 jours avant Stranger Things. Toi, t'es à jour, non, de The Witcher? Je suis à jour, je me suis imposé ça. Ah ouais. Et la saison 4, tu vas la voir? Je vais la regarder, je vais poursuivre mon calvaire. Mais tu t'infliges ça parce que tu es déjà assez complétiste sur le jeu vidéo et sur les bouquins qui vont avec? Alors, j'ai lu tous les bouquins, sauf le dernier qui est sorti il y a quelques semaines. Ouais. Et j'ai joué au jeu, et notamment au 3 que j'ai fait 3 ou 4 fois. D'accord. Qui est vraiment un monument du jeu vidéo. D'accord. Donc, pour les gens comme toi, c'est un petit peu un fardeau obligatoire, quoi. Ouais, parce que c'est une mauvaise adaptation. Ah oui. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que depuis le début, sur le Grand Pop, je le dis, je me suis fait traiter de tous les noms en ligne. Mais j'avais raison. Mais voilà, ça sort The Witcher. Désolé, on dit pas souvent du mal des trucs, mais vraiment, ça aurait pu être tellement quelque chose que pour moi, c'est toujours vraiment amer de voir ce que c'est par rapport à ce que ça aurait dû. Et si vous jumpez en écoutant notre podcast, on vous adore quand même, hein, oui. surtout. Et venez nous le dire sur les réseaux sociaux, en commentaire, bien évidemment. Dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Et sinon, en vrac, pour ceux qui suivent, Mayor of Kingstown, saison 4, donc toujours Taylor Sheridan, sur Paramount+. Ce sera tout au niveau des sorties pour aujourd'hui, et c'est d'ailleurs là-dessus que va s'achever notre émission. C'était Original, saison 2, épisode 9. On remercie bien sûr notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Et puis on remercie Andou qui va faire un travail de mixage, montage et tout ça. Exactement. On espère te revoir bientôt. Et nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé, et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye.